On fait ce qu'on appelle de l'intelligence humaine augmentée. On permet à nos clients de reproduire ce qui a sauvé Apollo 13. Vous savez, il y a un film, Apollo 13, dans lequel on voit tous les ingénieurs autour d'une table. Ils jettent sur la table tout ce qu'ils ont dans la navette spatiale. Nous, on a simplement fait le logiciel qui permet de tester tous les scénarios possibles et inimaginables à partir des briques qu'on a sur la table, réelles ou virtuelles, et le savoir-faire de l'homme, et on va étudier tous les scénarios possibles pour trouver quelle est la meilleure solution. Et donc on fait les lanceurs réutilisables européens, des satellites, des avions, des réacteurs nucléaires, le futur porte-avions français, voilà, tout ça c'est fait avec cette techno-là. Je suis le CEO et président de Share My Space. On est une société du New Space français et on travaille dans le domaine de la surveillance de l'espace et de la sécurité des opérations spatiales. On gère des bases de données sur les objets en orbite. Les objets en orbite terrestre, donc assez proches, hein, ça commence à 300-400 km de la Terre et ça va jusqu'à l'orbite géostationnaire et un peu au-delà. Nos clients, c'est des gouvernements, agences spatiales, militaires et des opérateurs de satellites commerciaux, des opérateurs de services de lancement. La mission d'Executive Selling, c'est d'accompagner des organisations commerciales B2B sur la transformation de leurs pratiques commerciales. En fait, aujourd'hui, pour faire simple, et d'ailleurs je pense que c'est votre cas, on vend quelque chose que les clients n'ont jamais acheté. Et ça suppose de la part des clients de changer de logique ou de changer de paradigme par rapport au sujet, à la manière dont ils abordaient ou pas d'ailleurs le sujet jusqu'à présent. C'est pour moi le café. Bonjour Romain. Merci, messieurs. Bonsoir, santé. Génial, ravi. Ravi de vous rencontrer tous les deux. Moi je m'appelle Vincent. Alors qu'est-ce qui me caractérise le mieux? Alors je suis un entrepreneur, j'ai monté 3 sociétés, j'en ai acheté une 4e. Je suis toutes mes sociétés, hein, donc la société principale s'appelle Gigi, le Google de l'engineering, hein, appelé par nos clients. On fait ce qu'on appelle de l'intelligence humaine augmentée. Vous connaissez tous l'IA. L'IA, c'est peu d'hommes et beaucoup d'apprentissage. Nous, on fait le compromis complémentaire, c'est beaucoup d'hommes et pas d'apprentissage. De manière globale, qu'est-ce qu'on a fait? On a développé un logiciel qui permet à tout à chacun d'expliquer au logiciel comment vous pensez. Vous jetez dans le logiciel toutes vos idées et le logiciel va étudier tout le champ des possibles. Concrètement, ça veut dire quoi? On permet à nos clients de reproduire ce qui a sauvé Apollo 13. Vous savez, il y a un film, Apollo 13, dans lequel on voit tous les ingénieurs autour d'une table. Ils jettent sur la table tout ce qu'ils ont dans la navette spatiale. Nous, on a simplement fait le logiciel qui permet de tester tous les scénarios possibles et inimaginables à partir des briques qu'on a sur la table, réelles ou virtuelles, et le savoir-faire de l'homme, et on va étudier tous les scénarios possibles pour trouver quelle est la meilleure solution. Voilà, c'est ça qu'on fait. Et donc aujourd'hui, on le fait depuis 6 ans, et donc on fait les lanceurs réutilisables européens, des satellites, des avions, des usines de liquéfaction de gaz, des réacteurs nucléaires, des systèmes de contrôle-commande, le futur porte-avions français, voilà, tout ça c'est fait avec cette techno-là. Parce qu'on veut étudier un champ des possibles qui est très grand, très complexe, multidimensionnel, sur lequel il y a tous les compromis à gérer. Donc tu dois développer une expertise sur chacun des métiers de tes clients? Non, en fait c'est eux qui mettent leur savoir-faire dans le logiciel, et le logiciel il va gérer tout le champ des possibles. Il va étudier tous les scénarios possibles et inimaginables qu'il peut trouver tout seul, en gérant toute la combinatoire possible. Je trouve ça juste dingue, ton truc. Franchement, je trouve ça juste dingue. Et tu balances en langage naturel, ouais. Et tu dis il n'y a pas d'IA derrière. Non. Et pourquoi il n'y aurait pas d'IA? Pourquoi pas booster le truc à l'IA tant qu'à faire? Ouais, parce que tu refuserais de montrer dans un avion conçu avec de l'IA. Parce que c'est pas sûr aujourd'hui en fait. Le mode de raisonnement de l'IA peut être très bon sur un domaine particulier, et dès que tu dis je fais un avion qui a une mono L, par exemple, et le raisonnement de l'IA peut être complètement faux. À cause des fameux biais algorithmiques. Exactement, par exemple. Donc voilà, donc nous on fait pas d'IA, on fait de l'intelligence humaine. Si les gens après décident de dire pour compléter mon savoir-faire, je veux coupler de l'IA, pas de problème. Mais c'est eux qui certifient le fait de dire l'IA raisonne bien et ça sort bien le résultat. Voilà. Et donc on fait ça pour par exemple des business plans, on va y revenir tout à l'heure. Mais pour étudier des business plans en disant est-ce que je lève des fonds, est-ce que j'en lève pas? C'est quoi le risque que je prends et quelle solution il vaut mieux porter pour atteindre mon objectif sur une entreprise donnée. C'est juste parce que ça me paraît, encore une fois, ça me paraît juste complètement dingue. Il raisonne uniquement en champ clos par rapport aux infos que tu lui donnes, ou il va également benchmarker tout ce qu'il a par ailleurs? Champ clos. Il ne raisonne que sur ce que tu lui donnes. Il ne va pas chercher de données sur Internet, etc. C'est toi qui ramènes les données d'Internet dans le logiciel si tu veux, mais lui ne va pas chercher tout seul. Et depuis combien de temps tu as développé? 6 ans. 6 ans. Ouais, Okay. En fait, ça vient de ma thèse d'il y a 15 ans presque maintenant. Ça ne me rajeunit pas. Et en fait, je croyais à mon projet après ma thèse, qui n'était pas réalisable à l'époque parce qu'on n'avait pas la puissance de calcul. Et donc, j'ai codé pendant 5 ans le soir et le week-end. Et il y a 6 ans, j'ai vendu mon appart et j'ai monté ma boîte. Incroyable, ouais. Voilà. Ça existe encore.
Et ta thèse, c'était c'était en informatique, en maths Non, c'était sur la manière dont les ingénieurs doivent collaborer pour mieux concevoir des produits hautement complexes. D'accord, donc c'était du management, quoi. C'était, il y avait plus que c'était plutôt de l'ingénierie, ingénierie système, etc. Ingénierie système complexe, ingénierie de la collaboration et tout ça. En fait, ce qui m'a perturbé, c'est que tu dis au début, c'est le Google de l'ingénierie. Oui. Bon, moi, Google, je résume ça, c'est peut-être idiot, mais un moteur de recherche. Or, c'est bien plus qu'un moteur de recherche, c'est un moteur de réflexion. Oui, tu as raison. En fait, c'est nos premiers clients nous appelaient Google de l'engineering. Et donc, on a appelé Geely comme ça. Voilà. D'accord. Et tu dois injecter quand même vachement de données dedans, dans le truc, pour que ça commence à monitorer. Ouais, alors d'une manière globale, tu injectes quoi? Tu injectes ce que tu mets dans un fichier Excel. Parce que les ingénieurs font beaucoup d'Excel, ou les gens qui font des business plans font beaucoup d'Excel. Et après, tu dis, j'ai une hypothèse utiliser tel type de moteur pour faire la propulsion sur mon avion. Et je vais aussi lui dire, tiens, il y a 5 autres moteurs possibles dans le catalogue de ce qui existe chez d'autres fournisseurs. Et après, là, il dit, je joue tout seul. Moi, c'est Romain Luquen. Je suis le CEO et président de Share My Space. On est une société du New Space français. Donc, on a été créé en 2017. On est 2 cofondateurs. Et on travaille dans le domaine de la surveillance de l'espace et de la sécurité des opérations spatiales. Donc, en fait, on gère des bases de données sur les objets en orbite. Les objets en orbite terrestre, donc assez proches, hein, ça commence à 300-400 km de la Terre et ça va jusqu'à l'orbite géostationnaire et un peu au-delà. Et donc on agrège différentes données, on les combine pour répondre aux besoins de nos clients en termes de sécurité, de sûreté. Et on a également investi dans une technologie propre de système optique qu'on déploie pour avoir nos propres données indépendantes pour vraiment aller à la source. Et donc aujourd'hui, on est capable, on maîtrise toute la chaîne depuis l'assemblage et l'opération de capteurs jusqu'à la prise de décision, enfin des informations à très haute valeur ajoutée pour nos clients qui soient au plus près des opérations. Voilà. Et donc nos clients, c'est des gouvernements, agences spatiales et militaires et des opérateurs de satellites commerciaux, des opérateurs de services de lancement. Donc aujourd'hui, on est 24 personnes. On est basé à Paris, à Toulouse et à Austin au Texas. Et on travaille avec une quinzaine de clients dans le monde, principalement en Europe et en Asie. Et donc votre job, c'est à la fois de recenser tous les objets et d'étudier les trajectoires. C'est ça, on étudie les trajectoires, les cas d'usage. Ça va être, il y en a un qui est assez parlant, c'est éviter les collisions. Donc il y a des satellites qui ont une trajectoire. L'opérateur, il connaît très bien la trajectoire de son satellite à lui, il connaît très bien la mission. Mais par contre, il n'a pas vraiment une vision de l'environnement. Donc il connaît des bribes, il a des alertes de la part de services publics, mais ce n'est pas vraiment intégré dans ses opérations. Et donc nous, on aide à déjà avoir une donnée qui soit vérifiée, qui soit certifiée potentiellement demain, et puis s'intégrer au plus près des opérations, avoir un vrai service relatif à la connaissance de l'environnement pour les applications anti-collision. Mais également, si on pense aux militaires, évidemment, il y a cette connaissance de la situation orbitale, elle est essentielle pour anticiper des menaces sur des satellites militaires, pour les applications de contre-espionnage. Donc les cas d'usage sont assez nombreux. Si on prend les fusées, vous avez... Quand vous lancez une fusée, vous avez quelques centaines de millions qui partent. Donc il faut toutes les précautions sont bonnes à prendre. Donc nous, ce qu'on propose à nos clients, c'est de vérifier que la trajectoire nominale de lancement, elle va pas entraîner une collision avec un objet qui est connu a priori. Aujourd'hui, il n'y a personne qui fait ça de manière systématique, donc c'est ce qu'on propose. Et en plus, on va suivre l'étage supérieur du lanceur et les charges utiles, donc les satellites, dans les premières heures du déploiement. Donc on va vérifier que le déploiement s'est bien fait, etc. Et derrière, il peut y avoir des cas d'usage également intéressants pour l'assurance. Si on pense à vérifier qu'une mission se déroule de manière nominale, qu'il n'y a pas d'anomalie. S'il y a des anomalies, qui a la responsabilité, etc. Donc ça, c'est des cas d'usage sur lesquels on travaille aujourd'hui, qui vont encore plus loin que notre métier. Ah oui, j'ai une question toute bête que je me pose depuis longtemps. Je crois que les objets sont classés par taille, hein, donc il y a X de telle taille, X de telle taille, un truc comme ça. Comment se fait-il que par exemple, la Station Spatiale Internationale ne soit pas déjà crashée 14 fois par jour avec tous les objets qui circulent, vu qu'il y en a quand même quelques-uns? Alors la Station Spatiale Internationale se prend au hasard, hein. Ouais. Non, mais c'est un très bon exemple. Aujourd'hui, il y a à peu près 15% de chances que la Station Spatiale Internationale elle ait une collision qui mette fin à sa mission d'ici 2030. 15%. 15% de chance, une chance sur 6. Voilà, c'est quand même très
très significatif. Et on a quand même envoyé des gens dedans quand même. Et il y a quand même des gens dedans, et donc tous les ans, il y a des collisions qui sont recensées, des collisions qui causent des dommages sur la station, ou des alertes vraiment dangereuses qui nécessitent que les astronautes se mettent dans le module d'évacuation en cas d'alerte. Mais vraiment, tu as raison, le danger, c'est les petits débris qui ne sont pas détectés aujourd'hui. Et en particulier, il y a une espèce de zone grise entre 1 cm et 10 cm où c'est très difficile de détecter ces objets-là. Mais par contre, c'est des objets qui peuvent causer des dommages terribles. Si vous avez un objet de 5 cm qui entre dans un module, dans un module habité, aujourd'hui, les modules ne sont pas protégés, quoi. Ouais, après, c'est pas ça la même orbite, hein. C'est une orbite plus basse, la station Saint-Gilles, que tous les déchets qu'il y a. Donc, c'est quand les déchets commencent à retomber et que en rentrée non contrôlée, et c'est ça le problème. Et voilà. Alors, du coup, votre service inclut une garantie ou pas? Parce que les trajectoires là-haut, c'est un sacré Bronx. Ouais, donc aujourd'hui, on ne prend pas de responsabilité sur les conséquences potentielles des informations qu'on fournit à nos clients. C'est des informations statistiques. D'accord. Qui sont de l'ordre du conseil, et donc on se prémunit de ce risque-là avec nos contrats d'assurance et avec les clauses contractuelles avec nos clients, où on essaye au maximum de se décharger, parce que c'est évidemment, on peut pas prendre toutes les responsabilités de ce type de risque. Et puis nous, on diminue une probabilité de collision. Donc on a créé ça en 2017. Moi, mon background, c'est ingénieur et physicien. J'ai fait une thèse en physique des plasmas. Et voilà, je suis tombé dans le bain du spatial en 2016-2017, quand j'avais fait mon stage de fin d'études chez Airbus, et c'est là où j'ai découvert la thématique des débris spatiaux. Et ensuite, quand j'ai rencontré Damien, on a mis quelques mois à creuser le sujet, et puis on s'est lancé. Et il nous a fallu ensuite quelques années pour trouver le bon modèle, le bon modèle économique, les bonnes technos pour faire la différence. Et là, depuis 2019-2020, on est vraiment stabilisé autour de 2 piliers dans notre activité. D'une part, une partie hardware, donc déploiement de capteurs, opération de capteurs, et d'autre part, une partie logicielle, traitement de données. Et en fait, ce qu'on développe aujourd'hui, c'est un système d'information orbitale qui inclut les deux, avec un ensemble de bases de données, un ensemble d'algos et un réseau IoT de stations qui sont connectées à tout ça. Moi, j'ai l'impression de passer la matinée avec 2 prix Nobel de physique ou de mathématiques, je sais pas. Mais je suis quand même très impressionné par ce que vous me racontez, hein, franchement. Moi, je vais me présenter, donc je m'appelle François Drillon, je dirige une société que j'ai créée il y a quelques années qui s'appelle Executive Selling. Et la mission d'Executive Selling, c'est d'accompagner des organisations commerciales B2B qui font plutôt dans le domaine de la valeur par opposition à la commodité. Et je les accompagne sur la transformation de leurs pratiques commerciales. En fait, aujourd'hui, pour faire simple, et d'ailleurs je pense que c'est votre cas, on vend quelque chose que les clients n'ont jamais acheté. Et ça veut dire qu'en fait, ce qu'on vend, c'est toujours des services qui sont liés à l'innovation. Et ça suppose de la part des clients de changer de logique ou de changer de paradigme par rapport au sujet, à la manière dont ils abordaient, ou pas d'ailleurs, le sujet jusqu'à présent. Et une fois qu'on dit les choses comme ça veut dire que finalement, ce qu'on vend, c'est un changement d'approche. L'enjeu, c'est d'adresser ceux qui sont les seuls qui sont capables de prendre des décisions sur les changements d'approche dans les entreprises, ce que j'appelle de manière générique les exécutifs. Et donc, en fait, c'est assez simple, c'est-à-dire que si on ne parle pas très tôt dans le processus de vente à ces gens-là, on perd son temps commercialement. Moi, ma matière première, c'est plus le bon sens que les équations. Et pour autant, c'est pas si simple. Et donc, j'accompagne, on a des clients qui sont principalement dans le domaine de l'IT, donc beaucoup des éditeurs, donc certains sont très connus comme SAP, Adobe ou AWS, et puis beaucoup d'autres qui sont évidemment un peu moins connus. Et voilà. Et moi, je suis moi-même évidemment sur un marché. Moi, c'est une toute petite entreprise, mais je suis sur un marché qui est extrêmement concurrentiel, qui est le marché de la formation, et que j'aborde depuis le premier jour avec une stratégie qui est très connue, mais qui n'est pas si facile que ça à mettre en œuvre, qui est la stratégie de l'océan bleu, qui permet, de manière assez surprenante, très concrètement, de gagner 100% de mes affaires sans jamais être mis en concurrence. C'est à la fois très complémentaire de ce que vous faites. Moi, je suis sur l'aspect go-to-market et vente, quoi. Et tu fais principalement de la formation ou tu fais du conseil aussi ou comment tu fais? En fait, les deux sont imbriqués, c'est-à-dire qu'il y a effectivement de la formation sur les pratiques commerciales et sur la capacité des équipes commerciales à aller engager avec les bons niveaux de décision et prendre des rendez-vous, faire des rendez-vous, impacter un rendez-vous, déclencher du projet, etc. Et puis, il y a aussi une partie consulting en amont sur la définition et l'expression de la valeur.
qui est un mot un peu tarte à la crème qu'on entend beaucoup, mais c'est assez surprenant de voir que la plupart des entreprises ne sont pas si claires sur où est la valeur et encore moins sur comment on la pitch de manière simple et efficace. Et parfois on fait des trucs très compliqués, il y a des PowerPoint de 40 slides, à l'arrivée personne ne comprend rien. Alors que l'enjeu c'est quand même en quelques instants d'être capable de faire passer un message simple, quoi. Et d'ailleurs c'est une remarque générale, mais je constate qu'on est de plus en plus sur des choses qui sont sophistiquées et qu'à un moment donné l'enjeu c'est de simplifier la complexité, notamment en termes de communication, donc en termes de vente. Et finalement c'est un des sujets que j'adresse avec mes clients, qui est revenir à des... Enfin voilà, on a en face de nous des êtres humains, on leur parle de sujets qui par définition sont des sujets nouveaux pour eux. Donc c'est pas tellement dans la complexité qu'il faut les noyer, c'est plutôt les faire revenir à des choses basiques, assez simples, qui sont capables de comprendre. Et voilà. Ce que tu fais un peu, c'est, si je résume avec moi, tu aides les jeunes entreprises qui ont un produit finalement innovant, alors on va voir ce qu'on peut mettre dedans, mais finalement à se placer en tant que game changer. Oui. On change les règles du jeu, expliquer pourquoi est-ce que vous changez les règles du jeu et comment les gens qui n'ont pas eu cette vision-là peuvent s'approprier la vision pour se dire oui, c'est pertinent dans mon cas, je vais travailler avec vous pour la déployer et pour finalement créer de la valeur. Bravo, c'est une excellente synthèse, c'est tout à fait ça. Alors à un détail près, c'est que je travaille très peu avec des startups. Beaucoup de difficultés à payer les commerciaux chez les startups. Aussi, pour des raisons à la fois financières, mais surtout, enfin, au moins psychologiques, autant psychologiques que financières. Moi, j'ai fait comme tous les entrepreneurs ont fait, on vend notre appart, on se lance et puis on réussit parce que c'est ça où c'est la rue. Et on me disait, mais non, mais les gens font plus ça. Et effectivement, aujourd'hui, il y a beaucoup de startups, c'était ton cas en main, qui lèvent des fonds. Et du coup, quand tu lèves des fonds, la problématique n'est absolument pas la même. Parce que quand tu lèves des fonds, tu vends une rentabilité à 3, 6, 9, 12 ans, enfin peu importe. Mais à long terme, et donc effectivement, au court terme, tu n'as pas de rentabilité. Alors, moi, ma stratégie a été de faire l'inverse, en me disant, je ne veux pas lever une boîte pour lever des fonds, monter une boîte pour lever des fonds et vendre une rentabilité à long terme, je veux être rentable tout de suite. Du coup, j'ai anticipé en disant, je vais développer un MVP moi-même tout seul, même s'il n'est pas efficace, etc., mais pour montrer que ça marche. Et je vais monter la boîte. Et en fait, j'ai construit la boîte en me disant, tous les ans, je veux être rentable. Donc moi, cette problématique de commerce que non pas, et je partage pleinement ton point de vue, c'est peut-être ce que tu as fait toi, Romain, des gens qui lèvent des fonds parce qu'ils se disent, je vais développer un produit, ma vision c'est ça, et dans 3 ou 6 ans, ça sera rentable parce que j'aurai développé. Et dans ce cas-là, il y a un risque énorme, qui est de dire je mets complètement à côté de ce que le marché était capable d'avoir. Je fais un truc qui est une usine à gaz pour écraser une mouche, excusez-moi l'expression. Et finalement, personne ne va me l'acheter au bout de 6 ans. Et il va falloir que je pivote complètement mon business model et que je revienne sur les cordes de choses qui sont vendables. Et même moi, en ayant cette approche un peu algorithmique tout seul dans mon coin au début, j'ai fait des choses qui n'ont jamais servi et que j'ai finalement jetées. Et donc cette question, moi je pense qu'elle est centrale aujourd'hui. Alors, parce que moi qui ai monté des boîtes, j'ai commencé il y a 7 ans, j'avais un peu cette frustration qui était de se dire c'est trop facile de lever des fonds et de se dire que je développe un produit en vendant la rentabilité. Je vous raconte une petite histoire, il y a quelques années, j'ai déjeuné avec un entrepreneur qui vient me voir qui était dans le domaine de l'IA. Et l'entrepreneur m'explique en disant voilà ce qu'on fait, machin, voilà à qui on vend, etc. Je dis ok, c'est super sympa. Et je lui dis c'est quoi ton business model? Parce que je me posais des questions sur le mien. Et le mec me répond en disant je vends les choses comme ça, etc. Et je réfléchis 3 minutes et je lui dis parce que moi je comprends pas, ça marche pas ce business model. Puis le mec me regarde et il me dit bah non, évidemment. Je regarde, je lui dis je te demande pardon. La boîte avait 12 ans, hein, ils étaient 100. Hein. Et je lui dis excuse-moi, j'ai un truc que j'ai pas compris, hein. Mais comment tu vis? Il faut juste lever des fonds tous les 3 ans. Et donc cette personne-là, depuis 12 ans, faisait qu'une chose, c'était trouver un investisseur qui est surenchérissé par-dessus le premier. Tous les 3 ans. Et ça faisait 12 ans que sa boîte pivotait tous les 3 ans pour être séduisante et en fait il n'est jamais été rentable et il le sera jamais. Il n'avait pas la bonne philosophie parce qu'il ne se posait pas la question que tu poses fondamentale, qui est de se dire c'est quoi le produit que je vais vendre, quelle valeur elle va créer chez les clients et donc combien je peux la facturer, qui peut être complètement indépendant de combien ça me coûte de faire ce service ou ce produit finalement. Oui, tu nous as dit tout à l'heure que que ton positionnement il était sur la vente de solutions, vente de valeur pour le client, à l'opposé de vente de commodité. Et je pense qu'à la charnière entre les deux, tu as effectivement le produit. Comment est-ce que tu définis un produit qui va à terme devenir une commodité? Au départ, il faut convaincre les gens d'utiliser un iPhone, d'utiliser un smartphone qui se plie, c'est quelque chose de nouveau, il faut changer. On est un peu dans l'océan bleu. Et l'idée c'est que ce soit pas l'océan bleu toujours et que ça rentre dans les mœurs et c'est ça le travail. Souvent c'est ça le travail des startups, c'est de définir un produit
qui va changer les habitudes chez les clients et devenir un standard, s'imposer. C'est ça que recherchent les startups aujourd'hui. Et donc je suis assez étonné que ça marche pas, en tout cas chez les dirigeants. Je peux comprendre que effectivement les startups elles n'investissent pas d'abord dans les sales, c'est les fondateurs, c'est les entrepreneurs qui sont les premiers vendeurs. Mais aujourd'hui avec le contexte financier, la difficulté croissante à lever des fonds, le sujet est on ne peut plus d'actualité pour tout l'écosystème des startups, et je pense que tu pourrais avoir quelques succès commerciaux en ce qui te concerne. Tu trouves que c'est plus dur de lever des fonds maintenant? Oui, depuis un an, 18 mois, là, c'est plus... Moi, j'ai jamais levé de fonds, mais je trouvais que c'était trop facile. Le robinet s'est fermé, c'est-à-dire que l'argent qui a coulé à flot sur la finance mondiale globalement pendant 10 ans, avec le quantitative easing, etc., il fallait bien investir quelque part. Donc les startups ont été un support financier. Pour moi, les startups ont été un support financier pendant des années. Et les boîtes investissaient sur des trucs avec des business models totalement bancals, mais ça n'a plus d'importance. Je mets 100, je ressors dans 3 ans en prenant 200, et je refile à quelqu'un qui va faire la même bascule de 200 à 400. Et tant que la patate chaude, il y a quelqu'un pour la prendre, ça fonctionne. Et que les taux d'intérêt sont à 0,5%, maintenant c'est plus le cas. Voilà, les taux d'intérêt étaient quasiment négatifs, de toute façon le risque il est faible. C'est vrai que depuis un an, l'argent se faisant plus rare, les taux d'intérêt étant plus les mêmes, l'argent ayant potentiellement plus d'intérêt à investir ailleurs, les gens commencent à regarder les comptes de résultats. Je trouve que c'est ça. Et ce qui est très sain, mais alors pour beaucoup de gens, c'est une espèce de réveil est douloureux. C'est que, ah bon, il faut que ça soit rentable cette histoire. Ben oui, mais c'est vrai que c'est au marché sur la tête en fait. Hein. Oui, pour moi, la valeur, c'est qu'est-ce qui fait qu'on peut vendre un produit ou un service plus cher qu'il ne coûte. Tu achètes une bouteille d'eau au supermarché, elle vaut 70 centimes. Ça, c'est l'addition des coûts de production, de distribution, de marketing. Bon, tu arrives à 70 centimes. La valeur, il n'y a pas de valeur autre que la commodité qui est une bouteille pour boire de l'eau et des intérêts. Évidemment, tu es seul, tu es dans le désert, tu n'as pas d'eau, la bouteille, elle vaut plus 70 centimes. Évidemment, la valeur, ce pourquoi tu es prêt à payer plus que ça ne vaut, pour moi, c'est une définition assez simple de la valeur. Et en fait, l'innovation technologique fait que ce qui a de la valeur à l'instant T, 3 ans après, est devenu de la commodité. Il y a 15 ans, un CRM, c'était un truc qui permettait de te différencier, d'être plus pertinent sur un marché, d'aller plus vite, etc. Aujourd'hui, tout le monde a un CRM. Donc, c'est devenu une commodité. Je prends l'exemple du CRM, mais je pourrais prendre un ERP, je pourrais prendre n'importe quoi. Donc, c'est devenu une commodité. Et si on en revient même aux startups, tu as plein de boîtes qui te vendent des solutions qui sont juste des add-ons avec une API sur un système d'information. Franchement, la valeur... Alors après, on peut se raconter ce qu'on veut en termes de discours, marketing, comme quoi ça va... bon, franchement, c'est pas toujours une valeur énorme, en fait. Hein. Il y a quelques années, le point qui était le plus mortel pour une start-up, c'était l'idée qui servait à rien. C'était pas le cash. Hein. Le cash, c'était la deuxième raison de mort d'une start-up. La première idée, c'était l'idée qui sert à rien. Je fais une ampoule avec un panneau solaire sans batterie, que je mets sur la terrasse et qui éclaire que la journée. Et la nuit qui ne marche pas. Voilà. Ah oui, intéressant. C'est ça la première raison de mort des startups. On est très loin des problématiques de levée de fonds, etc. C'est le marché qui n'existe pas. Voilà. Super idée, mais ça sert à rien. Il n'y a pas de valeur, il n'y a pas de commodité. Ça. Du coup, tu as levé des fonds, toi? Oui, j'ai levé des fonds en amorçage. Là, on est en train de lever des fonds en série A. Donc, on fait partie de cette... on travaille avec l'écosystème venture européen. C'est pas si facile, surtout dans les domaines où la valeur est un petit peu difficile à expliquer, à exprimer. On est dans un domaine, on est dans le spatial, avec des domaines avec une très forte technologie. Nous, on est sur des sujets hardware, donc on a des capex, il faut qu'on investisse dans du matériel qu'on exploite. On travaille avec des gouvernements. Donc tout ça, c'est pas forcément très compatible avec l'écosystème Ventures, mais petit à petit, on arrive à convaincre. Et en France, il y a une bonne tendance. Donc déjà, il y a cette tendance avec la hausse des taux d'intérêt où c'est plus sélectif pour lever des fonds. Et d'autre part, une prise de conscience des politiques qu'il faut investir pas seulement dans les startups qui font la petite API, le petit add-on qui va rendre tel process marketing plus efficace, mais des entreprises qui vont développer des solutions industrielles, qui vont apporter du savoir-faire sur le territoire français, en Europe, et valoriser d'un point de vue économique et stratégique par conséquent la connaissance française. Donc, fondamentalement, on permet de protéger l'environnement orbital et
de rendre possible des activités économiques de l'homme durables en orbite. Donc nous, c'est vraiment cet aspect-là, il est vraiment au cœur de la genèse de Share My Space et au cœur de notre discours, y compris marketing pour nos clients, qui l'intègrent de plus en plus. Et nos clients, effectivement, c'est les opérateurs de satellites, c'est les opérateurs de services de lancement. Ils savent qu'ils ont une empreinte carbone, une empreinte environnementale qui est non négligeable, qui est perçue comme telle par leurs clients. Demain, effectivement, il faut réussir à changer la manière dont les opérations spatiales sont faites. Aujourd'hui, c'est vraiment des vaisseaux spatiaux qui sont pilotés de manière un peu individuelle, avec une prise en compte très faible de l'environnement. Demain, il faut avoir une approche globale, mesurer l'impact sur l'environnement orbital de chaque mission, gérer le risque de collision, y compris pour des tout petits objets, parce que même des objets d'un centimètre peuvent créer des dommages très importants. Et donc oui, ça fait partie de notre travail en fait. Et tu parlais d'atteindre les execs, voilà, atteindre les bons décisionnaires. Parfois c'est aussi parler à leurs clients, parler à des prescripteurs finalement, qui vont derrière permettre de déclencher le rendez-vous et avoir le bon mindset et avoir un rendez-vous sur le thème. On adresse un sujet critique qui est sur votre roadmap et on n'est pas là pour vous faire une démo un produit qui ne sert à rien. Je ne connais pas du tout ton domaine, donc prends ce que je dis avec beaucoup de recul, mais à la limite, j'ai envie de dire aujourd'hui, faire des trajectoires, des logiciels de trajectoire en 3D, n'importe quel crétin sait le faire. Aller chercher la bonne data fiable, recoupée, machin, etc., le vrai enjeu est là. Et finalement, la valeur, elle est peut-être plus là que dans le logiciel lui-même aujourd'hui. Dans toutes les choses qui changent le game aujourd'hui. Alors moi, on est tous jeunes, on est tous des patrons de société. Donc moi, je viens de tester il y a quelques jours une société, un truc qui vient de sortir, qui est un outil qui fait de mail basé sur l'IA. Et donc tu lui dis intéressé, pas intéressé, et il t'écrit l'email que tu revois avant d'envoyer. Tu vois, mais il fait la réponse au mec. Et le truc est super intéressant, tu vois. Et ça, c'est un peu un game changer. C'est-à-dire, tu te dis, aujourd'hui, les rapports des réunions, tu peux les faire en automatique. Alors, il y a les problèmes de confidentialité, où est-ce que les données sont parties pour être transformées et faire le compte-rendu. Mais tu vois, c'est super intéressant de se dire, finalement, est-ce que j'ai besoin de lever des fonds pour arriver à mon objectif ou pas? Tu dis, en fait, avant, vos ingénieurs, ils passaient un tiers du temps à écrire des emails, à répondre à des emails, et je vous vends un service d'IA qui est de dire, je clique intéressé, pas intéressé, en une seconde, l'IA génère le texte et le machin, il clique. Et du coup, on va passer d'un temps où les ingénieurs passaient 30% de leur temps à faire des mails, à un temps où les ingénieurs vont passer même pas une demi-heure par jour à faire la même chose que ce qu'ils faisaient en 2 ou 3 heures. Et ça, la valeur perçue, je trouve qu'elle est difficile à monnayer aujourd'hui. Je trouve que l'exemple que tu donnes soulève pour moi un point qui m'interpelle sur l'IA. Il y a une espèce de vieux fantasme d'ingénieurs et de financiers qui serait de mettre la vente, qui est une espèce de truc très incertain, sous process. Formidable. Tu sais ce que tu rends, tu sais ce que tu sors. Ça marche très bien pour la vente de commodité. Parce que la vente de commodité, c'est du flux, c'est du volume. Et de plus en plus, le B2C de commodité, le B2B de commodité, c'est un lapsus, ça ressemble à du B2C. Donc d'automatise. Et d'ailleurs, les commerciaux en vente de commodité disparaissent par wagons entiers. Gartner avait annoncé en 2016 qu'il y avait 5 millions de commerciaux qui allaient disparaître globalement sur l'Occident en 5 ans. Ça a pris 4 ans finalement. Et évidemment, les plateformes, vente en ligne, t'as plus besoin d'envoyer un commercial sur le terrain pour vendre un truc à moins de 10K, quoi. Moi, je suis très dubitatif sur l'impact des techs là-dedans, pour des raisons d'abord de bon sens, c'est-à-dire que quand tu vends des choses qui sont du changement, j'en parlais en introduction, avec en plus des investissements importants, pour faire simple, l'influence n'est pas compressible dans un algorithme. La confiance n'est pas compressible dans un algorithme. Et donc, à un moment donné, tu as besoin d'écouter un être humain. Deuxième point, la vente, c'est pas un examen, c'est un concours. Donc, à un moment donné, tu peux avoir une super techno, si tes concurrents ont la même, il y a toujours 0-0, et on ne sait pas qui va gagner le match. Évidemment, tout le monde va s'équiper de ces solutions, parce qu'elles permettent d'être plus pertinentes, d'aller plus vite, et c'est évidemment le sens de l'histoire. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'on n'y va pas, évidemment qu'on y va. Mais très vite, ça va neutraliser tout le monde, quoi.
Après, je pense que ces nouvelles vagues sont super intéressantes. Alors, si on revient sur un point de vue business, stratégie de développement de société, hein, on est tous dans cette phase-là, je pense qu'il y a un équilibre, et peut-être que toi tu sais bien y répondre François, entre le fait de dire, alors j'ai une idée, je veux la monter. Hein. Quand on veut monter une idée ou atteindre un objectif sur une société, on a toujours au moins deux options. La première option, c'est de dire, je lève des fonds, j'investis beaucoup en CAPEX et je vais faire en sorte que l'OPEX diminue et qu'à la fin, j'obtiens ma rentabilité à 5-10 ans par exemple. Et il y a toujours une solution qui est de dire, je développe le MVP, je trouve des leaders, tu disais tout à l'heure dans l'industrie ou chez des clients, qui vont croire en la techno et qui vont dire, moi j'achète cette petite vaguelette au début là, qui est la toute petite vague avant le gros tsunami qui est tout le monde déploie ce genre de technologie là, par communauté, et qui en fait va créer beaucoup plus de valeur parce qu'on devient des leaders et c'est 0-0, on a tous la même chose, mais si toi tu as ce petit truc en plus, bah, le match il est gagné pour toi. Voilà. Et donc ça pose la grande question. Alors, je ne sais pas comment toi tu l'as résolu, Romain. Toi, François, tu n'as jamais levé de fonds du coup, si j'ai bien compris. Non, moi non plus. Hein. Comment tu as géré ce petit équilibre entre le fait de dire, bah, j'ai deux stratégies, je peux investir beaucoup, hein, essayer de développer les technos. Alors, on l'a vu là que tu avais besoin, enfin si j'ai bien compris, depuis 2017, tu as un peu changé la stratégie en disant, pour être un leader, j'ai besoin d'adresser mes propres données que je capte moi-même pour avoir un avantage concurrentiel, finalement c'est ça. Et donc là effectivement, on voit bien, il y a du CAPEX et du développement, et donc il y a un équilibre à trouver entre combien je lève pour quelle valeur créer, et ensuite combien est-ce que je ne lève pas et que je vais produire par mes propres résultats financiers. Ouais, tout à fait, et je rejoins complètement ta vision François sur le côté financier qui est très compliqué à prendre en compte. En fait, on est dans des phases où nous, typiquement, on vend des solutions, on va vendre de la valeur, on essaie de ces choses fondamentalement nouvelles pour nos clients. Et malgré ça, si on veut lever des fonds, il faut faire des hypothèses sur le taux de pénétration du marché. Et c'est très difficile de gérer ça avec des pourcentages. Mais il faut s'engager sur des résultats, a priori. Il faut avoir un BP qui tient la route, qu'il faut avoir un business plan qui tient la route et convaincre les investisseurs. Le niveau de confiance, il vient de sa capacité à vendre, sa confiance en tant que commercial, en tant que fondateur, encore une fois le fondateur et le premier commercial, et la confiance sur ses équipes sales, et puis la confiance sur le product market fit. Ouais, je pense que le bon moment pour lever les fonds, c'est quand on a atteint un niveau de confiance sur les process de vente et confiance sur le product market fit. Et si on arrive à se rassurer soi-même, on va être en mesure de rassurer des investisseurs et là d'aller beaucoup plus vite. Et je pense que c'est ça l'intérêt de lever des fonds. C'est ok, il y a cette démarche expérimentale, incrémentale, de co-développement, de vente consultative, où on est toujours dans la relation avec le client qu'on essaie de tisser sur le long terme. Mais à un moment, si on veut vraiment être un leader, si on veut vraiment accélérer, il faut faire entrer du capital, il faut recruter du monde, parfois il faut investir dans du CAPEX. Et quand la confiance est là, en interne, chez les fondateurs, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas convaincre d'autres personnes. Et là, on peut aller beaucoup plus vite. Après, ça dépend des marchés, ça dépend des sociétés, il y a évidemment plein de cas de figure. Je suis pas sûr qu'il faille opposer les deux. C'est-à-dire que moi, j'ai une vision on est financé par deux choses. On est financé par ses clients et on est financé par les investisseurs. Bon. À l'arrivée, si tu n'arrives pas à être financé par tes clients dans la durée, il y a quand même un problème. C'est-à-dire que le business model n'est pas le bon, etc. C'est clair. Alors évidemment, tellement été financé par les investisseurs qu'on a vu des histoires qui pouvaient durer très longtemps avant de s'apercevoir que... Et puisque tu es dans l'aérospatial, moi j'ai un peu l'image quand on voit une fusée, tu as des espèces de trucs énormes qui te permettent de faire, je sais pas, les 2 premiers kilomètres. Et puis ensuite, le truc, il retombe et la navette ou la fusée continue sa vie, quoi. Pour moi, c'est la même chose. Tu as les investisseurs qui t'aident à pousser au départ, et c'est parfois nécessaire parce que sinon c'est impossible de démarrer. Mais l'objectif, il faut bien avoir en tête que la finalité, c'est de pouvoir vivre sans ces gens-là. Donc de toute façon, à un moment donné, il y a la loi du marché qui est la valeur apportée aux clients. Mais tu ne peux pas construire une fusée si à un moment, il n'y a pas des investisseurs qui ont cru. Dans les années 60, c'était des gouvernements. Aujourd'hui, c'est des fonds d'investissement, des gens fortunés qui prennent le risque sur plusieurs années de financer un programme de fusée en se disant oui, il y a un marché, dans 5 ans, 10 ans, il y aura des clients qui vont payer chaque mois et on va s'y retrouver. Donc oui, mais il y a un moment, il faut lever des capitaux. Mais je ne suis pas sûr de partager tout à fait ton point de vue sur ce point en disant si on est des leaders, il faut lever des fonds. Je ne crois pas que ce soit vrai en fait. Je pense que si tu te dis j'ai besoin de 100 pour développer, alors c'est pas le cas sur un lanceur, mais si tu as besoin de 100 pour développer un produit, en fait la question c'est toujours la même, pour moi c'est de se dire combien j'ai besoin pour avoir, alors peut-être confiance, mais surtout pour être capable de pitcher quelque chose, on en revient tout à l'heure, et après c'est quel est mon cycle de vente. Tu vois, moi je sais très bien, mon cycle de vente c'est 6 mois, 1 an.
premier contact d'une nouvelle personne, signature d'un contrat, c'est 6 mois, 1 an. Donc en fait, je sais qu'au bout de 6 mois, 1 an, j'ai des ventes qui arrivent et que ça me fait ma rentabilité. Donc en fait, si je veux créer un produit avec 100, en fait, avec les frais que j'ai de vente, etc. et mon cycle de vente, je sais dire, en fait, j'ai besoin que de 20 parce que les 80 restants, le temps que je consomme les 20 pour les dépenser et commencer à créer le produit, les 80 restants vont être amortis par le fait que je fais de la vente. Et au début, je peux faire un MVP où je me dis, je donne une probabilité qui est un peu trop grosse, par exemple, sur ton problème de débris dans l'espace. Et puis petit à petit, je vais raffiner et les gens sont capables de payer plus. Et en fait, je pense que la notion fondamentale de l'entrepreneur, c'est pas de se dire je vais lever des fonds parce que je suis un leader, c'est de dire je vais prendre le juste risque entre est-ce que j'ai besoin de lever des fonds ou pas. Tu vois, moi j'ai jamais levé de fonds, pourtant j'ai développé un soft. Et tout le monde disait mais on peut pas développer un soft si on lève pas de fonds. Mais en fait si, pourquoi on peut pas? C'est quoi le problème? Il y a besoin de 6 mois, 1 an, tu as besoin de vendre un service, le temps qu'il faut que tu dois le rendre en 6 mois, 1 an en faisant des activités d'atelier, etc. éventuelles. Et bien en fait, tu arrives à créer de la valeur sans avoir le soft et à la fin, au bout de 6 mois, tu as le soft et tu as créé la valeur et tu n'as jamais levé de fonds. Et en fait, ça marche. Si j'ai bien entendu, tu as quand même vendu ton appart. Oui, j'ai vendu mon appart, oui. Voilà, tu as été ton propre investisseur. Oui, mais je pense que c'est... Oui, je suis d'accord. La première marche, bien sûr, si tu veux. Mais j'avais déjà développé en fait le produit, si tu veux. Le soft, quand j'ai vendu ça, c'était pour être capable, moi, d'engager mon temps, finalement, parce que... tu le sais, quand tu vas démarcher un client, c'est pas toc toc à la première porte et le mec il va dire je signe, c'est génial. Sauf c'est une commodité, mais on n'était pas sur ce marché-là. Voilà. Et donc c'était pas pour développer le soft, c'était pour développer la partie commerciale, qui est pour moi Je ne comprends pas comment on peut se dire je lève des fonds en vendant un objectif à 3 à 5 ans sans imaginer se dire comment on va faire les ventes. C'est pas possible. Je dis pas quelles ressources, quels moyens j'ai besoin. Tu prends pas qu'un engagement auprès d'investisseurs ou auprès de toi-même. Tu prends pas qu'un engagement de résultat. Tu prends un engagement de moyens. Évidemment, il faut mettre tes moyens. Donc vendre une techno logicielle, c'est pas juste acheter un ordinateur. C'est passer du temps à démarcher, c'est aller dépenser de l'argent à aller rencontrer les clients. Moi, tous les mois, je dépense 2000 € rien que dans voyage et en frais de déplacement pour aller rencontrer des gens qui sont potentiellement des gens qui vont acheter ma solution. Et je pense qu'il y a très peu de business plans, ils se disent tous je mets 24 000 € par an de déplacement pour aller faire toc-toc à une porte. Dans les bons business plans, c'est le cas. Ouais, mais bon, on voyait, François disait l'exemple tout à l'heure, de se dire il y a plein de boîtes qui n'intègrent pas ça dès le début. Voilà, après, je pense quand même que les fondateurs font ce job. Pour beaucoup, c'est compliqué, c'est pas leur univers, et ils ont parfois une vision un peu mécanique du truc. Encore une fois, pour vendre 100, j'ai 3 commerciaux, pour vendre 200, j'en ai 6, et puis c'est aussi simple que ça. Et ils ne se disent pas, est-ce qu'il y a une manière de vendre qui permettrait de vendre 300 avec que 2 commerciaux? Moi, j'ai toujours voulu me challenger, c'est-à-dire me dire, ma vision peut être complètement fausse. Et le paradigme, c'est de se dire, j'ai tort. Pour bien se challenger sur le fait de dire que je peux ne pas avoir raison, c'est se dire, j'ai tort. Et ce que je développe au début va absolument pas marcher. Et moi, j'ai toujours ciblé en disant, je vais me frotter aux gens. Parce que quand tu te frottes à la vraie vie, les gens disent, ouais, c'est super, mais dans 20 ans. J'ai des clients, ça m'arrive une fois ou deux, qui m'ont dit super, vous venez d'écrire ce qu'on veut faire dans 15 ans. T'es sûr que j'allais pas vendre dans 6 mois ou non? Parce que c'est trop tôt, ils n'ont pas la culture. Quelquefois, c'est pas simplement, alors je sais pas si tu en penses François, mais c'est pas simplement quand tu es face à des mastodontes qui sont des rouleaux compresseurs, qui finalement, j'ai envie de dire un peu, c'est pas le bon terme, mais normalisent le marché. Quand toi tu arrives en start-up, en game changer, finalement, c'est pas une personne qui est le leader de l'innovation de la boîte qu'il faut changer. C'est en fait les équipes qui vont travailler avec ta techno doivent tous changer leur culture. Oui, on n'a pas les mêmes moyens que ces mastodontes-là. Et donc c'est difficile de changer la culture. Je sais pas si toi tu as des pistes sur dire comment on fait pour changer la culture d'une petite équipe. Parce que mon expérience, c'est, tu vois, dans des grands groupes industriels, je ne vais pas citer le nom, mais dans des grands groupes industriels, ils sont tous sous le coupé de mastodontes dans le logiciel, par exemple, qui déroule. Et en fait, quand tu fais un démonstrateur, un POC, finalement, tu arrives à convaincre une personne, une petite équipe de 4-5 personnes d'utiliser ta techno et ça va rayonner petit à petit. Est-ce qu'il y a d'autres approches qui existent pour changer des cultures entières dans les entreprises? Le seul qui a le pouvoir d'impulser une réflexion sur le changement, voire d'imposer le changement, voire de prendre le temps à la bande passante pour créer un consensus autour d'un changement, le seul qui a ce pouvoir-là, c'est à haut niveau, ce que j'appelle l'exec. Donc à un moment donné, si effectivement tu attaques par le bas en disant je vais tenter de convaincre équipe par équipe, ça peut marcher, là, mais ça risque d'être très long et très consommateur de ressources. Si à un moment donné tu arrives à
à voir la bonne personne et qu'elle se dise ce qui va assez vite dans sa tête. Mais c'est bien sûr, on est en train de passer à côté du sujet. Ce que cette personne est en train de me raconter, c'est ce qu'on devrait faire. Tu as fait, en 30 minutes, 50% du chemin. Pour faire les 50% qui restent, ça va peut-être prendre 12 mois. Parce que, évidemment, quand bien même il est convaincu, il va falloir l'aider à évangéliser, changer les états d'esprit, faire des workshops, et tout ce que tu peux imaginer. Et c'est pas gagné. Mais ce déclencheur-là permet au moins de mettre... c'est déjà la garantie qu'on ne perd pas trop notre temps. Parce qu'il y a quelqu'un qui a le pouvoir, pour faire simple, qui a envie de creuser l'histoire. En fait, j'ai rien inventé. Moi, j'ai recyclé une idée que ma grand-mère me racontait quand j'étais gamin, qui est « il vaut mieux parler au bon Dieu qu'à ses saints ». C'est juste du bon sens. Il n'y a rien de très... Après, le comment tu fais, bon, là, il y a un peu de technique, mais sur le principe, c'est bête comme chose. Et en plus, ce qui est amusant, c'est que tout le monde le sait. Ouais, mais face à les mastodontes ont beaucoup plus d'accès au bon Dieu ou à l'exécutif que des startups. Donc, rentrer à l'exécutive une grosse boîte quand tu es une petite startup, c'est... D'abord, il faut se dire que c'est pas impossible. La question, c'est qu'est-ce qui fait qu'un quelqu'un de haut niveau dans une boîte va libérer 30 minutes dans son agenda? S'il sent que d'abord, il va rencontrer quelqu'un qui, en gros, tient la route, et pas juste un commercial qui a un truc à vendre, mais qui est plus dans une posture, j'ai envie de dire, de consultant, qui va lui apporter des insights, des éléments de réflexion, sur un sujet qui est en lien avec sa roadmap, et qui va l'aider peut-être à réfléchir, même si à ce stade-là, évidemment, il n'a absolument pas décidé de changer quoi que ce soit. Investir 30 minutes pour avoir un benchmark de quelqu'un d'intelligent sur un sujet critique, c'est pas un problème. On est une petite société et qu'on s'adresse à des grands comptes qui sont soit des ministres, les décideurs chez nous, c'est les execs, ça va être des ministres, des conseillers de cabinet, des directeurs de cabinet, ça va être des patrons de grands groupes du CAC 40, etc. Donc c'est sûr qu'on a davantage l'oreille de ces gens-là si on arrive à se fédérer. Donc on a créé des structures au niveau du New Space français. Il y a une association qui s'appelle l'Alliance New Space France, par exemple, qui permet d'avoir une oreille plus attentive des décideurs sur des messages transverses que notre écosystème a besoin de faire passer. Et ça permet aussi de décrocher des rendez-vous quand c'est nécessaire. Donc c'est sûr que le côté écosystème, il aide. Ça permet de se faire connaître, d'avoir les bons canaux de communication. Mais derrière, c'est quand même, si on veut se différencier notamment de ces partenaires concurrents, dans le spatial, on est très fort pour être à la fois concurrent et partenaire. À un moment, si on veut faire la différence, il faut décrocher le rendez-vous, il faut avoir l'oreille attentive et c'est une relation interpersonnelle. Donc c'est un moyen d'avoir des canaux, mais ça ne fait pas tout. D'ailleurs, un des intérêts de lever des fonds, c'est que très souvent les investisseurs ont des carnets d'adresses très intéressants qui permettent d'obtenir des premiers rendez-vous significatifs pour aller chercher les premiers contrats. Ouais, je pense qu'il ne faut pas trop en attendre. De toute façon, leur mission, c'est pas d'être dans l'opérationnel. Ils n'ont pas de compte à nous rendre. Ils ne sont pas spécialement à nous aider. Par contre, effectivement, c'est des gens qui ont cru dans le projet. C'est-à-dire qu'il y a une relation de confiance qui s'est créée. Et cette relation, il faut l'entretenir. Et ensuite, c'est complètement dans leur intérêt de nous aider, puisqu'ils ont un intérêt financier. Si la relation elle se passe bien, ils vont ouvrir le carnet d'adresse, ils vont faire les bonnes intros. Mais derrière, en général, c'est des gens occupés aussi et ils vont pas, ça ne va pas débloquer des situations opérationnelles. Ça va être une intro et derrière, c'est à nous de faire le rendez-vous, quoi. J'ai une question pour toi, parce que moi, il y a quelques années, je m'étais dit, tiens, je vais cibler, par rapport à mon offre de service, je vais cibler les boîtes qui viennent de lever des fonds. Donc j'avais contacté 10 boîtes qui venaient de lever plus de 50 millions. En me disant, il faut qu'elles scale commercialement, donc machin. 2, elles ont de l'argent, donc les trucs sont... Normalement, je devrais intéresser ces gens-là. Ça a été une catastrophe. J'ai obtenu un rendez-vous sur 10, ce qui n'est pas un bon score. Et en discutant avec quelqu'un qui connaît bien ce milieu, il m'a dit, mais il y a un truc que tu n'as pas compris, c'est que un patron de start-up qui vient de lever de 50 millions, il n'a plus le temps de gérer sa boîte. Il passe 10 heures par jour à gérer ses investisseurs. Voire, m'a-t-il dit à l'époque, et sa grosse tête. Qu'est-ce que t'en penses? Bon, j'ai pas encore levé 50 millions. Non, je pense que qu'il y a des phases où on est vraiment phagocyté, c'est dans les phases de
de levée de fonds, de roadshow, de closing, où là, bah, effectivement, ça prend énormément de bande passante et c'est au détriment de l'organisation interne, c'est au détriment des ventes. Et ça, c'est très dommage. C'est très dommage parce qu'on n'est pas vraiment dans la création de valeur, on est dans la relation de confiance avec les actionnaires, etc. Et on n'est pas dans la création de valeur. Mais il faut réussir à s'en affranchir, quoi. Sur le reporting, je pense qu'une fois qu'il y a eu un gros closing qui a été fait, il faut mettre en place le cadre interne pour pouvoir gérer les grandes lignes, c'est-à-dire, et un des sujets, c'est le reporting aux investisseurs. Parce qu'effectivement, s'il y a des investisseurs qui mettent plusieurs dizaines de millions, ils attendent quand même un reporting financier sur les résultats, sur les recrutements, etc. Donc ça, dans son équipe, et nous c'est ce qu'on est en train de mettre en place, il faut qu'il y ait des gens qui soient en charge de ça, pour que ce ne soit pas le patron qui crunch les données internes pour ensuite faire la synthèse, quoi. Donc faut qu'il y ait des mails qui partent automatiquement, et puis ensuite c'est le téléphone. Effectivement, parfois il faut répondre au téléphone et entretenir, prendre des cafés, etc. Oui, ça fait partie du boulot, mais on peut s'organiser pour continuer à créer de la valeur, on espère. Non, mais je pense qu'avec ce que je disais tout à l'heure, François, qui est de dire qu'il y a une rationalisation un petit peu, hein, si je reprends ce terme-là, une rationalisation de l'argent disponible pour les startups, etc. J'ose espérer, et je pense que moi c'est ça, que des investisseurs viennent finalement aider les startups à grandir. Parce que ce que tu fais toi, alors tu ne le fais pas sur les startups aujourd'hui, mais tu fais grandir les gens. Et je pense qu'un investisseur, ça ne doit pas être qu'un apporteur d'argent, ça doit être quelqu'un qui fait grandir l'investissement qu'il a fait en faisant grandir les gens, parce que c'est comme avoir des employés dans une boîte. Si tu fais grandir tes employés, c'est le meilleur investissement que tu puisses faire, parce qu'ils vont devenir beaucoup plus productifs, etc. Donc un investissement, ça doit se faire fructifier. Pour faire fructifier, il faut aider les gens à grandir. Donc, moi, j'ose espérer, je n'ai jamais levé de fonds, hein, je pense que c'est problématique, mais j'ose espérer que des investisseurs aident quand même les startups à grandir, et que ce n'est pas juste une question de cash et j'en mets partout et finalement je ne viens jamais aider. C'est pas une question juste de reporting financier. Je pense qu'un investisseur devrait vivre aussi la vie de la boîte en disant je comprends leurs problématiques pour vous aider. Globalement, c'est les dirigeants qu'on est compte à rendre à leurs investisseurs et pas l'inverse. Donc ça peut le faire. Il y a certains qui veulent s'impliquer. Il y en a qui sont très demandeurs. Il y en a qui disent moi je veux investir, mais par contre je veux être impliqué, je veux avoir du reporting régulier et en échange je vais vraiment vous aider sur tel et tel sujet. Et d'autres qui effectivement se détachent de la question, ou d'autres qui sont pas fermés, mais il faut que le dirigeant entretienne la relation. Alors, je pose une question piège alors. Je me fais l'avocat du diable. Si les investisseurs étaient plus investis dans les boîtes, est-ce qu'on n'aurait pas moins de startups qui mettraient la clé sous la porte? Tu vois, moi j'ai monté 3 boîtes. Ouais. Le premier truc que j'ai fait, je pense que ça a surpris tout le monde quand j'ai monté les boîtes, j'ai dit ma valeur elle est là. L'administratif, les comptas, machin, etc., c'est pas mon métier, je sous-traite tout de suite. Les gens m'ont dit, mais attends, tu viens de machin. Non, mais ma valeur, c'est d'aller vendre le truc et de faire du business. C'est pas d'aller gérer ça. Je sous-traite et je paye, mais ça va te coûter plus cher. Et je m'en fiche. Ma valeur, c'est ça. Tu vois, aujourd'hui, on se dit, il y a un gros turnover, on en parlait tout à l'heure, de sociétés qui meurent. Moi, ma première boîte, je l'ai montée il y a 7 ans. J'ai jamais coulé une boîte. Non, ça, on peut se poser la question. Mais tu as toujours été rentable chaque année, si j'ai bien entendu. Oui. Tu peux quand même poser la question. Tu dis, ok, alors lui, il a fait le contre-pied à tout. Il a dit, j'externalise tout ce qui n'est pas ma valeur à moi. Je paye plus cher pour le faire et je me concentre sur ma valeur et j'ai jamais planté de boîte. Oui, ça fait sens, cette approche. Ah bah, tu vois, si les investisseurs disaient, non mais passons pas de temps à faire des choses qui servent à rien et aidons les entrepreneurs à mieux comprendre là où leur valeur est. Et là, ils sont bons, et là, ils ont besoin de progresser pour être bons, et où ils doivent mettre leur temps et leur effort. Est-ce que ça n'aurait pas plus de sens? La majorité des investisseurs ne sont pas des entrepreneurs. Donc, ils sont pas nécessairement pertinents sur la majorité des sujets. Ils ont certains peuvent aider sur les sujets purement financiers, et puis certains sont entrepreneurs et peuvent aider sur des sujets plus opérationnels. Certains sont spécialisés dans l'industrie et donc ils ont un carnet d'adresses dans l'industrie adressé par la start-up et là c'est pertinent. Mais il faut garder en tête que tous les investisseurs ne vont pas forcément pouvoir faire le travail des dirigeants à leur place. Le succès d'une boîte, c'est de bien comprendre les forces et les faiblesses que chacun ou les associés ont et de se dire comment je comble ces valeurs qui sont manquantes pour contrôler la chaîne de valeur qui est importante pour moi. Est-ce que c'est j'externalise? Est-ce que je prends un autre associé? Est-ce que c'est un investisseur qui, en mettant de l'argent, vient combler cette partie manquante? Si on ne sait pas faire cette cartographie initiale des forces et faiblesses et des besoins de l'entreprise qu'elle a pour maîtriser une chaîne de valeur qui va produire. Donc toi, c'est qui tes concurrents Mes concurrents, c'est des gens qui ne sont pas dans mon domaine. C'est l'IA. Moi, je ne fais pas d'IA, c'est complémentaire, mais il y a un tel lobbying de l'IA.
et une telle vague de l'IA que les gens se disent c'est vers l'IA qu'il faut aller. Mais je pense que l'IA, c'est 3 vagues plus loin. Et qu'avant, avant de se dire je fais de l'IA qui va mettre complètement à mal le savoir-faire de l'homme et qui va dire on va reconstruire autre chose complètement différent, bah, il y a déjà à dire j'utilise mieux le savoir-faire de l'homme. Voilà. Donc, mes concurrents, c'est des gens qui ne sont pas sur le même paradigme que nous, finalement. Qui sont faits de dire bah, on va faire une rupture complète dans l'approche. On va dire on va faire de l'IA qui va apprendre sur les bases de données. On est d'accord que l'IA apprend sur les bases de données, donc quand vous voulez concevoir un drone martien pour le CNES, pas de base de données de drones qui volent sur Mars. Donc l'IA ne sait pas faire. Il y a d'autres ruptures qu'on ne sait pas faire aujourd'hui. Et nous on se dit juste, bah en fait, déjà si on commençait par mieux utiliser le savoir-faire de l'homme, ça serait quand même pas mal, non? Peut-être. Avant de commencer à dire on va faire des plans sur la comète. Ça n'a pas de sens de dire on va abandonner le savoir-faire de l'homme pour dire on va faire un savoir-faire complètement artificiel. Bah non, utilisons mieux le savoir-faire de l'homme et en complément, faisons le guerre. Moi, je trouve que c'est passionnant notre échange. Hein. Génial. Je suis passé une super matinée. Hein. Ouais, merci beaucoup.